Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité DVD, un film très important qui s'appelle Un pays qui se tient sage, qui était sorti le 30 septembre 2020, si je me trompe pas, et qui est sorti normalement il y a 2-3 jours, là, édité par Jour de Fête, qui d'ailleurs vient de créer sa plateforme de vidéo en direct. À côté de moi, le réalisateur David Dufresne. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est un plaisir, mais il faut être honnête, nous ne sommes pas à côté. Déjà, vous êtes, voilà. Ah, peut-être sur la fenêtre. À côté, en tout cas, par la Mais en porte, tout cas, c'est vrai. avec vous, et avec plaisir. Voilà. En tout cas, je remercie beaucoup David Dufresne d'avoir accepté cette interview. Son planning est extrêmement chargé, mais il nous accorde un peu de son temps. Et d'ailleurs, je tiens à remercier aussi Thierry Vidot, grâce à lui, qui m'a aidé à préparer cet entretien. Merci beaucoup, Thierry. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. Bien évidemment, il y a plein d'aspects extraordinaires à questionner dans ce film. Je préfère, si ça vous dérange pas, et je pense que vous serez, à mon avis, satisfait de questionner le rapport à l'image, parce que c'est en même temps, c'est un peu l'élément principal du film et que je trouve assez fascinant. J'ai l'impression que c'est un film qui répond en quelque sorte, enfin, qui est une espèce de contre-champ à toutes ces images tout ce flux d'images comme ça qui défilent devant nos yeux et qui proviennent souvent de la télévision. Quand la télévision questionne la société, j'ai l'impression que le film, moi, que j'ai vu, le vôtre, un pays qui se tient sage, c'est une réponse, en quelque sorte, une espèce de contre-champ à l'habitude que nous avons de voir ces images un peu formatées de la télévision. Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est évidemment l'éruption d'images, on va dire, citoyennes ou indépendantes, de journalistes, de cadreurs, de photographes indépendants qui se sont mis à filmer la police, puis de plus en plus des citoyens. Et donc, ces images circulent sur les réseaux sociaux, puis de temps en temps atteignent les télévisions, mais souvent avec, comment dirais-je, un décalage assez important, et puis avec une recontextualisation, etc. Donc on a déjà effectivement deux récits qui se construisent, qui sont d'un côté, on va dire, le récit de la télévision, et de l'autre côté, le récit des réseaux sociaux, etc. Et en fait, nous, on se met au milieu, le cinéma, et on dit, en fait, ces images de réseaux sociaux sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. En tout cas certaines, elles ont valeur historique, elles ont valeur documentaire, elles ont valeur cinématographique. Sur Facebook, sur Twitter, vous regardez l'image, et puis le geste, c'est ça. Hein. C'est le swipe, c'est-à-dire balayer, c'est-à-dire oublier, c'est-à-dire passer à autre chose. Le cinéma, lui, il dit non. On ne détourne pas le regard, on est face à ces images et on les saisit vraiment dans le plus fort de ce qu'elles sont. Et par ailleurs, le film, en effet, Un pays qui se tient sage, est un contre-récit par rapport au récit télévisuel. C'est-à-dire que la grammaire de la télé est chassée. Donc, par exemple, il n'y a pas tout de suite le nom des gens qui parlent à l'écran. Il y a tout un tas dans la lumière, dans le son, on n'est pas du tout dans une écriture télévisuelle. On est dans une écriture que je dirais cinématographique, au sens où on est dans un moment de création, on est dans un lieu de liberté, on est dans un lieu de concentration. Alors évidemment, là aujourd'hui, on parle du film sous sa version qui est la même, hein, mais VOD ou DVD, qui est la même version que la version cinéma. Mais évidemment, la réception n'est pas la même. J'espère que les gens qui vont le regarder en VOD ou en DVD sont équipés de rétroprojecteurs, par exemple. Parce que le fait de projeter un film, c'est pas du tout la même chose que de le voir sur un écran qui vous le diffuse, qui vous le transmet. Ça n'a vraiment rien à voir. Voilà. Mais bon, je me doute bien que y a beaucoup de gens qui vont regarder ça sur leur ordinateur, etc. Et cela dit, je suis assez surpris parce qu'on a déjà des retours de gens qui sont quand même sidérés par ce qu'ils voient, de la même manière que dans les salles de cinéma, il y avait des longs silences après les projections. C'était saisissant.
les gens qui restaient sur leur fauteuil et qui attendaient avant de se lever, parce qu'ils étaient saisis par ce qu'ils avaient vu. Et bien là, manifestement, cet effet-là agit aussi sur certains, malgré le fait qu'on ne soit pas dans une salle de cinéma. Je ne me permettrai pas de contredire un cinéaste qui me dit il faut voir mon film sur grand écran. Je ne peux pas vous contredire là-dessus, mais Ouais. juste donner juste voilà un sentiment d'un simple spectateur et non pas d'un critique de cinéma que je suis, en sachant que en revoyant, j'avais pas vu le film Oui. enfin quand il était sorti en salle et j'en suis vraiment désolé, donc je l'ai découvert en DVD récemment. Sachez que il y a certaines images que j'avais vues moi sur les réseaux sociaux, donc à travers un cadre qui est celui de l'ordinateur ou alors à travers le cadre de la petite lucarne, et en revoyant ces mêmes images dans votre film qui était accompagné d'un plan A et d'un plan B, donc parce qu'il y a aussi un gros travail sur le montage, je peux vous Bien sûr. assurer que l'émotion était extrême me concernant. D'accord. Et donc il y a une puissance très forte liée à l'image, et vous avez raison d'insister sur le cinéma, parce que c'est un véritable film de cinéma, ça n'est pas un reportage. Et j'ai cette impression qu'en voyant votre film, il y a aussi, ne serait-ce que la mise en forme. Alors le film parle de ce qui s'est passé entre 2018 et 2020, et en même temps le film nous dit peut-être que vous n'avez pas su réellement voir les choses. Donc on va essayer de revoir ces choses-là, et en plus de cela, ces images que vous projetez face à des gens que vous avez sollicités, et l'idée extrême et géniale, parce que très simple, c'est de dire on va prendre des gens d'un camp A et d'un camp B, si on peut appeler ça un camp, et de se dire voilà, maintenant vous êtes là, et vous allez regarder les mêmes images. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et je trouve ça, pour moi, c'est la puissance même du cinéma. C'est quoi voir aujourd'hui? Et donc, juste une simple question. Après les 90 minutes de ce film, je me suis posé cette question. Est-ce que le mot image, aujourd'hui, dans sa globalité, j'entends bien, je ne parle pas de cinéma, dans sa globalité, est-ce qu'elle a encore un sens, le mot image? Alors, je pense que les cinéastes, les cinéphiles, les critiques de cinéma ne cessent depuis plus de 100 ans de s'écharper sur cette question-là, quoi. Et il me semble que on ne peut plus parler de l'image, mais des images, des régimes d'images. Et là, par exemple, il y a l'irruption de ce nouveau régime d'image, hein, de ces images, pour aller très vite, on va dire citoyennes, au sens où elles jaillissent de la rue, elles jaillissent du peuple, elles jaillissent de gens dont ce n'est ni le métier ni la formation, ce qui ne les empêche pas, un, d'avoir le regard, et deux, d'apporter quelque chose. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si on parle cinéma, il y a un côté cinéma brut, cinéma direct, qui peut être très fort. Et si on va encore plus loin, c'était le grand rêve de Vertov, hein, ce grand théoricien du montage russe, qui souhaitait, quand on y pense, c'est fou, qui souhaitait que chaque soviète ait une caméra, hein, pour filmer la révolution, pour filmer le... Bon, alors ça s'était pas fait pour plein de raisons, pas uniquement budgétaires, mais d'une certaine manière, les réseaux sociaux, d'un certain côté, apportent cette possibilité-là, c'est-à-dire l'idée que tout le monde peut filmer, etc. Alors après, je crois qu'effectivement, il y a besoin, pour que ça devienne cinéma, il y a quelque chose d'essentiel, c'est la maturation, c'est le regard, non pas du professionnel, mais du cinéaste. C'est le travail du monteur, Florent Mangeot, qui a travaillé sur le film, a apporté énormément par son regard. Par exemple, Florent, c'est quelqu'un qui n'a aucune fascination et qui est même plutôt dans la répulsion de toute idée de violence. Donc lui, par exemple, il n'était pas question pour lui d'aller dans un film qui serait un film de gore où on aurait appuyé, si vous voulez, sur cet aspect-là des choses. Et en fait, quand on regarde, il y a un petit cinéaste américain qui s'appelle Brian De Palma qui il y a des années déjà, avait fait un film qui est pas... Alors, certains de palmistes considèrent ce film, mais j'ai l'impression, quand on regarde un peu les rétrospectives de Brian De Palma, ce film est un peu laissé de côté, c'est Reacted. Je suis entièrement d'accord avec vous. Redacted, c'est... Ah oui.
Voilà. Et qu'est-ce que c'est Redacted? Je crois que c'est en Irak, ou je ne sais pas si le pays est cité, mais grosso modo, c'est là, c'est le théâtre des opérations, c'est le Moyen-Orient. Et ce sont des soldats américains qui se filment, et c'est le début de YouTube, en fait. Et De Palma utilise ces images-là, qui sont pour le coup fictionnelles, mais enfin, il a très bien compris, lui, le maître de l'image, il a très bien compris qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, d'une certaine manière, je trouve que ça autorise le documentariste que je suis à dire, bah, écoutez, ces images pixelisées, en réalité, elles ont une force. Voilà. Et cette force, c'est pas uniquement, évidemment, une force esthétique et picturale, parce que sinon, ce serait trop court. Elles ont une force de contre-récit, c'est-à-dire qu'elles ont une force de regard sur le monde, et de, grosso modo, si on veut rester dans le cinéma, de contre-champ. C'est un contre-champ, voilà. Mais vous ne tombez pas, comme vous avez dit, dans cette facilité du film d'archives ou du film où où juxtaposez comme ça plusieurs images que vous auriez trouvées à droite, à gauche ou que vous auriez reçues. Il y a, comme vous l'avez très bien dit, le fait que ces images sont très importantes, mais elles sont cinématographiquement importantes parce que vous avez avec avec la monteuse une manière comme ça de les installer et de les éparpiller dans le film, qui leur donne une certaine force. Mais il y a aussi des moments assez fascinants, comme par exemple une espèce de confrontation, entre parenthèses, j'ai envie de vous dire, cinématographique, entre deux personnes qui regardent ces pauvres gens se faire tabasser dans un Burger King, je crois, voilà, à l'intérieur d'un Burger King, et il y a le journaliste et une personne qui fait partie d'Alliance, je crois, si je me trompe pas, voilà, et le journaliste lui dit, mais regardez, regardez, vous voyez bien que là ils se font tabasser, regardez, les images elles sont là, et dans un premier temps on sent que l'autre personne a du mal, parce que l'image est plus forte que sa conviction. Oui. Et il y a, Alors, voilà. c'est un passage effectivement entre Benoît Barret, qui est un des porte-parole du syndicat Alliance, et Taha Abou Hafs, qui est une des figures de cette génération montante de journalistes de terrain, de vidéastes de terrain, etc. Et c'est une scène qu'on a évidemment gardée parce que c'est une scène me semble-t-il, même si c'est très galvaudé, de grande vérité. C'est-à-dire qu'il y a plein de vérités différentes qui s'entrechoquent. Je ne dis pas qu'il y en a une plus forte que l'autre. En revanche, vous avez raison. Il y a quelque chose qui est plus fort que les deux. C'est le cinéma. Parce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent qu'ils ne sont pas en train de regarder ces images-là comme la télé fait parfois en disant « Tenez, Madame Michu, regardez sur votre téléphone. » Alors, donc nous, téléspectateurs, on regarde une image toute petite sur un téléphone tout petit, etc. Non, là, ce sont des gens qui regardent des images à la Godard, plus grandes qu'eux, et qui les commandent, qui les décryptent. Et effectivement, il y a cette idée volontaire de dire, voilà, ces images, elles sont écrasantes, elles sont tellement importantes, elles symbolisent tellement de choses. Et donc, effectivement, on a ce dialogue où je pense qu'il y a beaucoup de vérité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez raison, je pense que le policier, il est tiraillé entre sa fonction syndicaliste, il est donc là pour défendre ses collègues, et puis peut-être autre chose, c'est-à-dire à un moment donné, la reconnaissance qu'il y a un problème, si vous voulez. Et on laisse les gens découvrir ce qui se passe, mais c'est une scène, et par ailleurs, si vous voulez, c'est une scène qui moi, m'a touché. On n'y est pour rien, si vous voulez, on filme. Ce que je fais, moi, c'est de mettre un dispositif. Et puis après, est-ce que ça marche ou pas ? Parfois, ça marche. C'est, je crois, le cas ici. Puis parfois, ça marchait pas. Donc, c'est pas dans le film, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le documentaire, ce sont pas des acteurs. Vous leur demandez pas aux gens de dire telle ou telle chose, ou ça roule. Voilà. Et puis, c'est à vous d'être là au moment où ça roule le mieux possible. C'est au cadreur Edmond Carrère d'être là à ce moment-là. Et là, effectivement, il y a, parce que ça fait 2-3 heures que ces deux personnes-là discutent, parce que ça, il faut bien dire aussi, ce ne sont pas des interviews, ce sont des conversations, ce sont des débats avec des gens qui sont d'accord, parfois pas d'accord, etc. Et là, il y a, comment dirais-je,
il y a presque une forme de tendresse dans dans ce duel. Euh, c'est pas, c'est pas du tout du clash à la CNews, pas du tout. Et pourtant, c'est deux mondes qui s'affrontent. Mais je pense que c'est deux mondes qui s'affrontent avec plus de vérité que le clash qui, pour moi, est totalement artificiel, quoi. Mais parce qu'on sent, mais ça, je suis d'accord avec vous, mais comme je disais au début, ce film, c'est aussi indirectement une manière de dire, c'est contre la télé, enfin, c'est contre le système d'information actuel sur lequel, enfin, lequel nous subissons. Mais par rapport à, oui, il y a un dispositif totalement cinématographique pour celles et ceux qui vont voir le film. Au début, je l'ai pas vu tout de suite, mais c'est au bout de quelques minutes que je me suis aperçu qu'il y avait un chant contre chant. En fait, la manière que vous avez de filmer telle personne et l'autre personne, c'est un dialogue, c'est un chant contre chant. Il y a aussi le fait qu'ils sont un peu isolés comme ça dans une pièce, filmés en gros plan, Ah oui. constamment filmés en gros plan. D'ailleurs, avant de terminer par ma question, juste une petite parenthèse. Oui, pourquoi le gros plan? Constamment le gros plan, qui moi ne m'a pas choqué, mais j'ai toujours été assez impressionné. Et qui est contre la télé, hein, ça c'est terrible, hein, Bah, on est vraiment contre le oui, dispositif télévisuel. on est contre le dispositif télévisuel Ah oui. et moi petit j'ai été très très marqué par un film que tout le monde connaît, Il était une fois dans l'Ouest et, où Sergio Leone, il n'est pas question de se comparer une microseconde, hein, mais même sur microciné, je veux dire. Euh, comment dirais-je, je crois que c'est les yeux d'Henry Fonda, ceux de Charles Bronson. Il y a aussi cette scène au tout début, simplement de la mouche sur le front d'un des personnages, et c'est en énorme sur un gros plan. Et moi, ça m'a marqué, ça. Je me suis dit, et ça, c'est la folie du cinéma, c'est-à-dire, la mouche est énorme. Et donc, j'aime, ce que je veux dire, c'est mon amour du gros plan, il vient de là. Moi, j'ai deux amours dans le cinéma, c'est le gros plan et le plan séquence. Et donc, par exemple, les scènes de violence dans le film sont des plans séquences, c'est-à-dire qu'on n'a pas coupé, on n'a pas remonté. Ouais. Dans notre cas, bien évidemment, c'est pas du tout une question de western ou quoi que ce soit, ou spectaculaire, c'est simplement d'être extrêmement concentré sur ce qui est dit. Donc, c'est le visage, c'est comment les yeux regardent, comment ils s'échappent dans la conversation, au contraire, comment ils se recentrent sur l'interlocuteur. Voilà, c'est la joue qui bouge ou qui ne bouge pas. Voilà. Et c'est beau, quoi. Voilà, ça me semble beau. Ça me semble beau. Voilà. Eh ben, je veux dire, si ça vous semble beau, j'ai envie de dire pourquoi non, faut laisser comme ça. C'est votre image marquante en tout cas. Je retiens que c'est votre image marquante, c'est certainement. Je voulais vous dire, oui, quand vous me parliez de ces personnages, pardon, de ces gens qui viennent témoigner ou qui viennent expliquer, démontrer, analyser les choses, on sent que même si la conversation a duré peut-être 2-3 heures, et puis ensuite vous vous montez comme vous le sentez, mais on sent que ces gens-là s'écoutent. Absolument. Contrairement à la télévision. La télévision, ne s'écoute pas, personne s'écoute, on s'écoute plus. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute. Ces deux mêmes personnes, vous les retrouvez sur un plateau de télé, il va y avoir un clash. Absolument. Là, si vous voulez, je pense que ça tient au dispositif, ça tient à l'attention qui est accordée par le preneur de son, Clément, par le directeur photo, Edmond. Edmond Carrère, il y a qu'une caméra. Hein. Il n'y a qu'une caméra. Donc c'est lui qui choisit, parce que vous parliez de champ contre champ, en fait, c'est lui qui choisit sur qui aller, etc. Et moi, je lui donne aucune indication. Et il est très près des protagonistes, il est très très près, et je pense que les protagonistes sentent qu'il y a quelqu'un qui les écoute vraiment, que c'est pas une image c'est pas une caméra robotisée comme ça, enfin manipulée à distance par un réalisateur qui est derrière une vitre, et puis après vous c'est deux autres invités, et puis vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc le dispositif. Après il y a aussi peut-être le fait que ces gens-là, qui se connaissent pas pour la plupart, viennent par mon entremise. Donc il y a un climat de confiance. Ils savent que on n'est pas là pour le spectacle, on est là pour débattre, on est là pour, comme dirait Monique Chemillé-Gendreau dans le film, pour faire en sorte que la démocratie, ce soit le dissensus, c'est-à-dire qu'on ne soit pas d'accord, mais qu'on puisse parler.
Et donc, en effet, il y avait chez la plupart des interlocuteurs, c'était un des critères, c'était un, d'avoir des choses à dire, évidemment, mais deux, la capacité d'écouter l'autre. Et ça, c'est pas si fréquent que ça, en réalité. C'est pas si fréquent que ça. Sur des questions qui sont si dures, si arrêtées, finalement. C'est pas si facile que ça d'avoir des gens qui s'écoutent. Voilà. Et qui sont de bords différents. De bords différents. Dernière question, parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Donc, dernière petite question. Quand on fait ce genre de film, quand on revoit les images qui nous ont accompagnés pendant 2 ans, des images extrêmement fortes, comment Oui. on en ressort de ce film-là? On en ressort indemne de ce film-là? Non, parce que ce film-là, c'est le fruit de 2 ans de travail où je recueillais des témoignages, je recueillais des vidéos, je voyageais, je rencontrais beaucoup de gens, des avocats, des victimes, des familles de victimes, etc. Donc c'est évidemment lourd. Ensuite, vous avez en face de vous des policiers qui ont aussi, qui quand vous les rencontrez, se délestent, soit de tout un tas de choses. Donc c'est pas du tout innocent. C'est-à-dire que c'est ni innocent ni anodin, évidemment, de travailler sur un film pareil. Mais je dois dire que ceux pour qui c'est difficile, ce sont les victimes. Voilà, ce sont les victimes. Donc, devant des gens qui ont perdu un œil ou une main, j'ai rien à dire, quoi. Je veux dire que je prends ma part, quoi. Voilà, je prends ma part et puis on avance. Ce qui est encore le cas, parce que là, maintenant que le film est en DVD et en VOD, j'ai à nouveau des retours, ce qui est quand même ce qui vous donne de la force. Dans le livret, je raconte ça, dans le livret du DVD, il y a 40 pages où je raconte la tournée du film, où on a fait, moi j'ai fait plus de 60 débats, et en tout on en a fait plus d'une centaine, bien plus même, où il y avait, si vous voulez, tout un tas de gens de bords différents qui discutaient, qui venaient pour parler de ça, pour parler de la place de la police, de la nature de la police, de la place de l'État, de sa nature, de ses limites, de ses pouvoirs, de ses contre-pouvoirs, etc. Et là, vous êtes porté. C'est-à-dire que là, vous oubliez la fatigue physique, nerveuse, morale. Donc voilà. Ce qui a été très difficile, c'est que le film a été fauché, comme d'autres, en plein vol par le corona. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, la 3e semaine déjà, il y avait le couvre-feu, donc on perdait la séance du soir qui, pour ce genre de film, est la principale. Et puis après, voilà, les salles n'ont pas réouvert, toujours pas. Et donc ça a été difficile, quoi. Voilà, bien sûr. En tout cas, Un pays qui se tient sage, il est sorti, édité en DVD par Jour de Fête et en VOD. C'était il y a 2 jours, je crois, le 2 mars. Oui. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. David Dufresne, je vous relâche, je vous libère. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation, ça nous a fait plaisir. Très bonne soirée à vous, merci. Merci, au revoir, merci. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.